Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du Grand Prix de Monaco 84. Tout le monde en a entendu parler. Et pour vous dire que dans ce Grand Prix, au final, un petit peu comme au casino, c'est toujours le casino qui gagne, même si on croit qu'on a gagné au début. C'est l'histoire d'un Brésilien, d'un Français et d'un Belge qui sont à Monaco. Il pleut beaucoup. Le Français tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il reste ? Un Brésilien au final. La grille de départ de l'épreuve monégasque, 6e course de cette saison 84, n'est pas à l'image de ce que l'on se fait des week-ends de course en principauté. Les mannequins légèrement vêtus se faisant bronzer sur les ponts en teck interminables des yachts garés dans le port. On laissait place à d'innombrables ronds de tissu montés sur des armatures métalliques plus communément appelées parapluies. Ils flottent sur Monac et l'averse n'est pas mince, mon prince, quel jeu de mots magique. Alors que la pré-grille se met en place doucement, à l'entrée du tunnel, on tente de faire reculer une énorme flaque d'eau à l'aide d'un puissant balai au bout de petits bras agités de monégasques qui viennent aider. Sur la ligne de départ, Niki Lauda, leader président plus exactement du GPDA, l'association des pilotes de F1, est en grande conversation avec Bernie Ecclestone, patron de la FOCA, l'association des patrons d'écurie. Et l'on devine qu'il est question de sécurité. Quelques mètres plus loin, c'est Jackie X qui apparaît à recueillir des informations sur l'état du circuit. L'ancien pilote de F1, sous un manteau de pluie bleue recouvrant un costume impeccable, il est souvent et quasi tout le temps impeccable, est directeur de course et aussi responsable de la sécurité des pilotes. La question se pose de plus en plus au vu du temps. Doit-on courir, décaler l'heure du départ, annuler ? Jackie, du haut de ses 39 printemps et de son expérience incomparable, connaît mieux que quiconque les dangers du sport automobile. Lui qui, après une carrière en F1, poursuit la course en alternant endurance et rallye raid. Point à préciser. Une autre époque, je ne sais pas si le terme est exact, mais on appelait Jackie Rainmaster parce qu'il était très très fort sous la pluie. Donc c'est quelque chose qui l'appréhende parfaitement bien. Au terme des qualifications, Alain Prost, leader du championnat, devance Mansell sur la première ligne. En seconde ligne, Arnoux et Alboreto forment une ligne entièrement Ferrari. Le jeune Ayrton Senna, dont c'est la première saison en F1, émerge lui en 7e ligne avec sa Toleman. Ayrton Senna est arrivé en Europe en 81. Originaire du Brésil, il est venu tenter sa chance, seul, sur le vieux continent. Le garçon ne sortait pas de nulle part. Il avait déjà marqué de son empreinte le championnat du Brésil de karting, totalisant 4 titres d'affilée entre 78 et 81. La suite sera du même niveau avec 2 titres d'entrée de jeu en Formule Ford britannique. Passé en Formule Ford 2000, il remporte 21 des 27 courses de la saison, suscitant l'intérêt de plusieurs écuries de F1. Mais malgré plusieurs propositions fermes, il file en F3 et remporte le titre. Ayrton Senna sait ce qu'il veut et il refuse de s'engager à long terme avec une écurie. Il veut être libre et atteindre le sommet, vite. En ce début de saison 84, Ayrton sait déjà qu'il ne restera pas au volant longtemps de cette modeste Toleman. Son seul objectif est de faire ses preuves et d'intégrer un top team pour l'année 85. Sur la ligne, les haut-parleurs de départ, les haut-parleurs installés quelques jours plus tôt par le staff de l'Automobile Club de Monaco crachent une info capitale. Évacuation de la grille de départ, les membres de chaque équipe sont priés de quitter la grille de départ. Le Grand Prix de Monaco aura bien lieu, pluie ou pas. Le départ du tour de formation est autorisé et malgré la vitesse réduite de ce tour de chauffe, en tout cas où on ne chauffe pas les pneus, on observe des monoplaces semblant naviguer plutôt que rouler. Au départ, Alain Prost s'extrait assez facilement de sa pole position pour franchir le premier virage en tête. À ses côtés, Mansell ne peut que prendre la roue. Derrière, c'est le chaos. La visibilité est nulle. Prendre le départ sous la pluie battante quand on est pilote de fond de grille est une mission ardue. Entre la buée qui se forme à l'arrêt sous la visière et les gouttes d'eau dans le champ de vision, les 4 ou 5 premières lignes ne savent même pas si le feu vert est rouge ou vert. Ajoutez à cela la ligne droite en courbe de Monaco, les trompes d'eau projetées sur vous par 20 monoplaces survoltées, vous comprendrez que le départ sous la pluie, c'est un peu la roulette russe. On est toujours dans la roulette à Monaco. Alors que Prost est déjà dans la montée du casino, les 2 Renault RE50 qui formaient la 3e ligne sur la grille se sont accrochés. Tambay et Warwick forment un bouchon, visible au dernier moment par les poursuivants. Au même moment, François Hinault, sur Ligier, tamponne de Césaris. Pour une fois que c'est pas de Césaris qui est dans un mauvais coup. Premier changement de museau pour le Français. Cette course commence fort. À la sortie du tunnel, Prost et Mansell caracolent en tête, suivis des 2 Ferrari. Derrière, il y a déjà un gouffre. Dans cette épaisse brume, Senna émerge en 9e position, après avoir gagné 4 places dans l'accident du départ. En tête, la lutte Prost-Mansell est de toute beauté. Tour après tour, l'Anglaise s'accroche à l'aileron arrière du Français, alors que les conditions météo ne s'arrangent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la descente du portier,
Les deux monoplaces ressemblent à des luges dans une descente de Méribel. Derrière aussi, la bagarre est jolie avec un Lauda pris en sandwich entre deux Ferrari. Les sorties de piste se multiplient à l'image d'un François Hinault sur la Ligier qui tire tout droit à Centre-des-Votes. Priez pour lui, c'est le lieu. Les commissaires de piste ne chôment pas entre les Renault, les ailerons et les multiples débris à récupérer ici et là, et Alboreto et Fabi qui eux aussi visitent les voies sans issue de Monaco. On en oublierait presque le duel qui se poursuit depuis plusieurs tours derrière. C'est un Ayrton Senna déchaîné qui piaffe d'impatience collé à la boîte de vitesse de la Williams de Keke Rosberg en 5e position. Tour après tour, le Brésilien met la pression sur le Finlandais moustachu, prenant tous les risques et sans aucune visibilité que la flamme du turbo de la Williams, qui ne manque pas de s'éclairer à chaque rétrogradage. Vers le 10e tour, tout manque de s'arrêter sur une erreur d'appréciation d'Ayrton à la sortie du tunnel. La vue brouillée de Senna lui fait décaler son freinage quelques centimètres trop à droite et la Toleman bondit littéralement au-dessus d'un immense vibreur digne d'un trottoir des Champs-Élysées. Malgré le choc, la suspension résiste et le natif de Sao Paulo en est bon pour un joli saut et une grosse sueur. Au gré des premiers arrêts au stand, Prost a provisoirement laissé le commandement après 11 tours à Mansell, qui n'a pas encore changé de gomme. Derrière, les écarts sont élevés avec un Lauda à 28 secondes et un Senna 6e à 36, toujours coincé derrière l'ami Keke. Les arrêts au stand et les abandons se succèdent avec, je vous le donne en mille, Hinault qui après une énième toupie préfère abandonner sa Ligier dans une contre-allée plutôt que de continuer à subir cette interminable humiliation. Après 14 tours complètement fous, Senna se trouve devant lui une nouvelle proie en la personne du grand Niki Lauda. L'Autrichien en a vu d'autres. Double champion du monde, il est sorti de sa retraite sportive en 82 avec pour objectif de reconquérir le titre. Certains diront avec pour objectif de se refaire financièrement. Aussi un peu. Pourtant, notre ami Ayrton se rapproche de plus en plus de l'imposant arrière de la McLaren Tag. Mais Monaco reste Monaco et il est quasiment impossible de doubler. Pourtant, au 18e tour, l'ami Ayrton arrive à prendre l'aspiration dans la ligne pas très droite de l'Autrichien, se décale et opère un dépassement imparable de la McLaren. Senna, sur sa modeste Toleman, vient de déboîter un double champion du monde. Il est tout simplement sur un autre rythme, sur une autre planète, comme si le sol était sec, comme si la pluie n'existait pas. La Toleman virevolte de courbe en courbe, par moments la monoplace commence un mouvement latéral, vite rattrapé par un contre-braquage bienvenu du Brésilien. Ayrton est sur un fil. À la simple vue de la Toleman, on retient son souffle tellement l'équilibre de la F1 blanche semble précaire. Quelques virages plus loin, Senna a creusé un trou sur Lauda de plusieurs centaines de mètres. 4 tours après cette correction et après que Senna vienne de battre une nouvelle fois le record du tour en claquant un joli temps, c'est un Lauda déconcentré qui part à la faute tout seul et se voit contraint de ranger sa McLaren devant l'entrée du casino. Sous la véranda de l'établissement, évidemment plein à craquer, les flashs crépitent. La monoplace est si bien rangée sur le trottoir du très chic casino qu'on s'attend à voir débarquer le voiturier. L'histoire ne dit pas si Niki est allé jouer une pièce ou se poser en terrasse pour voir la suite de la course. À cet instant, nous sommes dans le 24e des 77 tours prévus de cette course. Senna a un seul objectif, aller chercher Prost, qui seul en tête possède une confortable avance. Derrière en tête, le jeune Français ne semble pas souffrir outre mesure. Même s'il doit être attentif au trafic, il mène depuis le début et son pilotage tout en douceur s'accorde à merveille à cet environnement quelque peu mouillé et hostile. La stratégie de gestionnaire adoptée depuis le départ a porté ses fruits, mais il y a un os. Ayrton Senna semble faire mieux que Jésus, en volant sur l'eau plus qu'en conduisant, et les écarts se réduisent comme neige au soleil. Rapidement, et même sans regarder les écrans indiquant les écarts, il faut se rendre à l'évidence. Le Brésilien revient comme une balle sur le Français. Monaco offre de nombreux repères visuels permettant de savoir si un pilote perd du temps au fil des tours ou en gagne. Mais dans le cas présent, Alain Prost en tête semble à l'arrêt, tandis que Senna survole les débats. Après avoir repris plus de 25 secondes en une seule dizaine de tours, la McLaren ne possède plus qu'un tunnel d'avance sur la Toleman Hart. En temps, cela fait peut-être 7 secondes d'écart entre les deux leaders. Pire, le temps ne s'arrange pas et depuis quelques tours, Alain Prost fait de grands gestes à chaque passage devant les stands et à la direction de course. Il réclame l'arrêt de la course, en vain pour l'instant. Sur le muret, Jackie X regarde son flegme et reste stoïque. Il sait que cette décision d'arrêter ou non la course lui appartient. Alboreto, à qui Prost avait pris un tour, revient dans l'aileron du Français. Signe que celui-ci n'est pas dans le bon rythme.
À cet instant, Prost perd 3 à 4 secondes par tour sur Senna. C'est beaucoup, c'est trop. Et clairement, le Français a deux options. Soit tenter de faire stopper la course pour raison de sécurité, soit se faire humilier comme Lauda quelques tours avant. Le pilote McLaren, dont c'est la 4e saison en F1 seulement, mène ce début de championnat avec 6 points d'avance sur son équipier autrichien. Surtout en cas de victoire, il peut prendre le large et repartir avec une confortable avance de points. Le Français, qui a loupé le titre de peu l'année précédente pour avoir refusé de gagner sur le tapis vert, ne veut pas laisser encore passer sa chance. Il doit affirmer sa supériorité et pour commencer, en ne perdant pas la face à un inconnu dénommé Senna. Si le Prost pilote ne peut rien contre le retour du Brésilien aujourd'hui, le Prost politique a encore une carte à jouer. À chaque passage devant les stands, celui-ci agite ses bras en faisant signe à X. Dans la radio, ça hurle également, et le message parvient vite aux oreilles du destinataire, Jackie. Prost veut arrêter la course là où elle en est. La pression était sur les épaules de Alain, elle est désormais sur celle de Jackie, qui seul doit prendre la décision. On assiste à une partie de poker entre Prost, installé dans son baquet, et qui, sur un énorme coup de bluff, tente le tout pour le tout, et un Jackie qui, armé de son expérience, des statistiques et d'un règlement, tente d'y voir clair dans le jeu de Prost. L'objectif du Français est de plumer le Brésilien en lui ôtant la possibilité de revenir sur lui. À l'issue du 32e tour, un drapeau rouge est brandi devant la voiture de Prost ainsi qu'un drapeau à damier. Prost stoppe immédiatement, même avant d'avoir franchi la ligne. Derrière Senna, passe à fond et franchit la ligne en vainqueur. Du moins, c'est ce qu'il croit, persuadé d'avoir remporté cette course mythique. Et il entame un tour d'honneur. À Monaco, les commentateurs restent bouche bée. Si effectivement nous sommes dans le 32e tour, la course étant stoppée, le classement est arrêté à la fin du 31e tour. Prost est déclaré vainqueur, Senna est vert comme le tapis. Dans le public, c'est l'incrédulité. On ne comprend pas pourquoi on stoppe soudainement cette course avant le duel final. Dans les stands, on cherche à comprendre et en coulisses, on cherche la famille princière. En effet, le prince Régnier a l'habitude d'assister au départ de la course, puis de s'éclipser après quelques tours pour prendre le thé et revenir à l'amorce de l'arrivée. Cette fin de course prématurée provoque un petit mouvement de panique dans le protocole. C'est donc comme un ouragan que déboule la famille princière sur le podium avec Régnier, Albert et Stéphanie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance sur le podium monégasque est pour le moins bizarre. À gauche, des princes, premiers surpris d'être là, et un Senna profondément abattu. À droite, un Prost visiblement gêné, tantôt avec un air grave, tantôt avec un sourire en coin. On tend une couronne de fleurs à Prost, que celui-ci fait, semble-t-il, volontairement tomber par terre. À peine les hymnes finis, alors que Prost entame une conversation avec Régnier, Ayrton se dirige vers la sortie et commence à rentrer chez lui. Visiblement, quelqu'un lui indique qu'il a oublié sa coupe. Il revient sur le champ de la caméra pour recevoir le trophée du second. Prost brandit la coupe gagnante devant un public de parapluie quelque peu sceptique. On tente de lui mettre une seconde couronne de fleurs autour du cou. Celle-ci tombe encore au sol sans un regard du Français. Finalement, et contre toute attente, Senna se rapproche de Prost pour la collade la plus rapide de l'histoire du sport automobile. Dans un sourire semblant signifier tout simplement « je vais te tuer » adressé à son adversaire, le Brésilien, à qui on vient sûrement de voler sa première victoire, tourne les talons. Il semblerait que ces deux-là se reverront et n'ont pas fini de s'embrouiller. À la suite de cette course, Jackie sera démis de ses fonctions par la FISA. Il faut toujours un coupable, mais il est difficile pour un pilote encore en activité d'assumer la sécurité d'autres pilotes. Combien Jackie a-t-il perdu de collègues, d'amis, d'adversaires au cours de sa carrière? Beaucoup trop pour ne pas arrêter une course en ville, submergée par la pluie. Quelles auraient été les réactions si un pilote s'était tué alors que Prost réclamait l'arrêt de la course depuis plusieurs tours? Accablant sans doute. Il n'y a rien à dire sur le comportement et les choix de Jackie. Qui aurait été désigné coupable si un pilote avait ce jour-là perdu ses deux jambes après s'être encastré sous un rail de sécurité? Le directeur de course, évidemment. J'ajouterais qu'il est quand même osé de donner le pouvoir à un homme d'assurer la sécurité de 25 pilotes et de le condamner dès lors qu'il exerce son devoir. Je me suis toujours demandé à quel point cette course avait nourri la haine que Senna entretiendrait envers Prost tout le restant de sa carrière. Est-ce que l'un des plus beaux duels de l'histoire de ce sport n'avait pas tout simplement pris racine ici, sur ce premier podium gâché d'Ayrton, avec le petit sourire en coin de Prost? Difficile à dire, évidemment. Mais cette fin de course considérée comme une injustice par Senna établira sûrement les bases d'une obsession quasi maladive
des deux pilotes l'un pour l'autre. Au-delà de cette considération psychologique, je retiens un chiffre. Moins de 75% de la distance ayant été parcourue dans ce Grand Prix de Monaco, seule la moitié des points au championnat a été attribuée. Alain, au lieu de se voir gratifié de 9 points pour sa victoire, repartira de la principauté avec 4 points et demi. Si la course était allée à son terme et que le Français avait fini second, il aurait empoché 6 points. Pourquoi je vous dis ça? À l'issue de la dernière épreuve du championnat, Niki Lauda s'imposera pour le titre avec un demi-point d'avance sur Alain Prost. On remporte parfois des parties à Monaco, mais à la fin, c'est toujours le casino qui gagne.